Mesdames et messieurs, bonsoir, il est 22 h et merci de nous rejoindre dans cette édition au sommaire de l'actualité. Le président de la République a rencontré en marge du sommet économique sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord le roi de la Jordanie, Abdallah II. Les femmes vivent 4,4 années de plus que les hommes selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le 17e Forum économique mondial sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord s'est ouvert ce matin en Jordanie. Le chef de l'État, Ismaïl Marguilé, a pris part à ce sommet à Amman en Jordanie aux travaux du Forum économique mondial sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Outre le président djiboutien, plusieurs dizaines d'autres chefs d'État et de gouvernement ainsi que de très nombreux responsables et éminentes personnalités issus d'institutions internationales, continentales, régionales et des sociétés civiles prennent part aux travaux de ce forum économique mondial qui a lieu à Amman en Jordanie. Il s'agit d'une édition délocalisée du célèbre forum intervenant une fois par an à Davos en Suisse et dont l'ordre du jour est dédié aujourd'hui à la création d'un environnement plus favorable à la réalisation des richesses et d'emplois au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Ce qui est poursuivi à travers ce sommet du Forum économique mondial, c'est d'œuvrer à l'instauration de clichés autres que le chaos, les conflits et les guerres civiles qui viennent automatiquement à l'esprit au sujet de cette vaste région connue sous le diminutif de MENA, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Le président Ismaïl Marguilé a pris part à une discussion de panélistes portant sur les voies et moyens pour surmonter des lignes de faille de la Corne de l'Afrique. La Corne de l'Afrique, l'Afghanistan, le Sahel et les Balkans qui représentent tous un nouveau contexte géopolitique qui nécessite des approches alternatives en matière de paix et de réconciliation. Le cœur du débat a porté sur les efforts actuels qui doivent s'adapter et évoluer pour surmonter les lignes de faille existants, qu'il s'agisse des migrants qui ont fui la guerre au Yémen, le terrorisme dans cette partie du monde. Le second objectif du Forum économique mondial d'Amman, c'est d'offrir une tribune de fond à la réalisation d'un inventaire précis et détaillé des dispositions de cette région quant à sa capacité à faire face aux aspirations les plus légitimes de ces peuples. Dans ce volet, le président Guédé a mis surtout l'action sur les différents leviers que la région du Moyen-Orient et d'Afrique qui peut activer en vue d'améliorations significatives dans le domaine de la création d'emplois, de l'intégration économique régionale et de l'atténuation du flux migratoire particulièrement très répandu en son sein. Par-delà de la réalisation d'une plus grande viabilité intrinsèque de la région de la MENA, ce qui est négocié en sourdine par la communauté internationale à travers ce forum mondial à Amman, c'est le renforcement du niveau de stabilité de cette partie stratégique du monde. Private sector also is invited to participate in this endeavor and this new climate of economic integration in our region. Et je vous le disais en titre, en marge du forum économique qui s'est ouvert ce matin en Jordanie, le président Ismaïl Marguilé a rencontré le roi de la Jordanie, son Altesse Abdallah II. Les discussions au cours de cette rencontre ont porté sur les relations personnelles cordiales et les échanges réguliers sur de nombreux sujets. On prépare à la rencontre entre le président de la République et le roi de la Jordanie, Abdallah II, le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, Ilyas Moussa Dawale, la représentante permanente de la République de Djibouti auprès des Nations Unies à Genève, Madame l'ambassadrice Khadra Ahmed Hassan et l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès du Royaume de Jordanie ayant pour résidence la ville de Koweït, Mohamed Ali Moumine. Et nous avons donc interviewé le ministre de l'économie et des finances qui est revenu sur ce forum économique en Jordanie. Écoutez. Le chef de l'État faisait partie parmi les invités d'honneur du forum, du World Economic Forum, de la session Moyen-Orient-Afrique du Nord. Et à cette occasion, participe à ce grand événement qui se réunit régulièrement
dans différents pays. Cette année, c'est la Jordanie et en particulier ici la mer Morte. Avant d'aller à la session d'ouverture officielle, le président a été reçu par le président du World Economic Forum, le professeur Schwartz, pour parler du contexte géostratégique de Djibouti, du rôle de stabilisation de la paix dans la région de l'Afrique de l'Est, mais également dans la région du Bab el-Mandeb. Nous avons également discuté sur les opportunités économiques d'investissement en République de Djibouti et que Djibouti offre à travers son Free Trade Zone, mais également à travers les différentes opportunités dans différents secteurs nombreux. Nous savons également que Djibouti est apprécié dans cette partie du monde parce que la Jordanie et Djibouti partagent la mer Rouge et une grande zone économique mais également stratégique est en train de s'organiser autour de l'Arabie Saoudite et des pays de la mer Rouge, de deux rives de la mer Rouge. Pour ce qui nous concerne, nous avons eu l'opportunité également lors de l'ouverture officielle de partager l'expérience de la Jordanie dans le développement du tourisme qui représente plus de 7 millions de touristes annuels. Faire du tourisme un des secteurs de diversification de l'économie de Djibouti. Et beaucoup d'efforts seront mis pour construire des destinations touristiques majeures au même titre que la mer Morte avec la Jordanie. Pour votre information d'un point de vue d'économiste, pour un touriste qui visite un pays, 2 emplois sont créés. Imaginez le nombre de touristes qui viennent et le nombre d'emplois qui pouvaient être créés autour du tourisme. Voilà entre autres la motivation du président et avec lui nous pour explorer les différents investissements possibles et les différentes opportunités de rencontrer également des investisseurs étrangers qui ont une expérience dans cette partie du monde en espérant qu'un modèle similaire avec les caractéristiques de Djibouti pouvait être développé. Après la Jordanie, je vous emmène cette fois à Kigali, au Rwanda, où donc cette année va marquer le 25e anniversaire de la commémoration du génocide qui a été perpétré contre les Tutsis en 1994. Eh bien, la résilience, l'héritage de force, l'honneur et l'unité que la nouvelle génération est appelée à soutenir, à faire avancer et à adapter aux défis des inspirations actuelles. Ahmed Houman nous en dit plus. 25 ans après, les Rwandais se souviennent des heures sombres de leur histoire. Et c'est à cet effet qu'une importante cérémonie de commémoration ou mémorial va avoir lieu demain ici à Kigali. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement ainsi que de hautes personnalités africaines vont prendre part à cet événement. Et tous les Rwandais sont bien évidemment mobilisés à cette occasion. Et à l'instar de ses pairs africains, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est attendu dans la soirée ici à Kigali pour prendre part à cet événement. La commémoration du 25e anniversaire du génocide est un moment très difficile et plein d'émotions pour tous les Rwandais. En effet, le génocide rwandais a eu lieu entre le 7 avril et le 17 juillet 1994. En l'espace de 100 jours, le Rwanda a connu l'une des plus grandes tueries du XXe siècle. 25 ans plus tard, le pays s'apprête à commémorer le génocide qui a fait de 800 000 à 1 million de victimes. Au Rwanda, les commémorations du génocide débutent le 7 avril de chaque année, une période souvent très compliquée à vivre pour les rescapés, car les traumatismes réapparaissent de manière plus marquée qu'à l'accoutumée. Cette cérémonie verra la participation de plusieurs chefs d'État et de gouvernement, dont notamment le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, et le Premier ministre éthiopien, Dr Abiy Ahmed Ali, et plusieurs autres personnalités. Et au programme de la cérémonie de demain, les chefs d'État et de gouvernement déposeront chacun au Memorial Center une gerbe en hommage aux victimes du génocide. Également, une marche sera organisée.
grand stade omnisport de Kigali, des interventions de hautes personnalités et des témoignages et récitations de 100 noms de personnes dont les familles ont été complètement décimées. Ces témoignages seront lus par 25 jeunes Rwandais. Le 7 avril 1994 marque le début du génocide. Dans les 100 jours qui ont suivi, plus d'1 million de personnes ont perdu la vie dans ces tueries qui ont commencé après qu'un avion transportant le président rwandais et son homologue burundais de l'époque a été abattu le 6 avril 1994 au-dessus de la capitale du Rwanda. En 2003, l'Assemblée générale des Nations unies a officiellement proclamé le 7 avril journée internationale de réflexion sur les génocides contre les Tutsis au Rwanda en 1994. À Djibouti, où l'escadron de reconnaissance et d'investigation du camp Waïs Adjab de Ouéa dans la région d'Arta a accueilli jeudi matin une cérémonie de remise de récompense au profit de 28 stagiaires et ont suivi une formation spécifique blindée. Parmi ces stagiaires, on dénombrait ceux de la garde républicaine. Cette cérémonie haute en couleur a été présidée par le général du corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées. Ont participé à cette cérémonie de récompense les grands responsables des forces armées djiboutiennes, en premier lieu le général de brigade Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la défense, le général de division Hassan Ali Kamil et le colonel Mohamed Jama Douali, commandant de la garde républicaine. Également ont été à l'honneur le préfet de la région d'Arta Abdullah Hidar Ouki, le président du conseil régional Elmi Bouh Goudade et le Oukal Douéa. À son arrivée, le CMGA a été accueilli par le capitaine Ahmed Keissi Dahir, le commandant de l'escadron de reconnaissance et d'investigation du camp Waïs Adjab de Ouéa. Eh bien, comme à l'accoutumée, cette cérémonie a été marquée par plusieurs discours, en l'occurrence celle des responsables de cette acquisition de compétences techniques. Monsieur le président du conseil régional d'Arta, monsieur le général respectivement CMDP et conseiller du SEMGA, monsieur le colonel commandant de la garde républicaine, monsieur les officiers supérieurs et subalternes ici présents, notables et honorables invités. Cette cérémonie qui se tient présentement au camp Waïs Adjab Aden de l'escadron de reconnaissance des régions blindées est relative à la clôture d'une formation de spécialités techniques de premier degré qui a duré une période approximative de 5 mois allant du 14 novembre 2018 au 29 mars 2019. Elle était particulièrement dédiée à 28 stagiaires et spécialistes de l'arme blindée, dont 5 sont issus de la garde républicaine. Je tiens à souligner particulièrement que ces derniers ont démontré une fois de plus, avec dextérité, leur spécificité militaire. Et les premiers s'est adjugé de la première place en se classant major de sa promotion. Ces stages de niveau sous-officier avaient pour objet d'assurer à l'ensemble des stagiaires l'acquisition de compétences techniques et tactiques indispensables à l'exercice de leurs futures responsabilités en tant que chef d'un équipage blindé. Ordre de mérite, j'appelle d'abord les 5 premiers. Pour la remise de récompense, il s'agit de le premier stagiaire, c'était un Aden Kamil Ali avec une moyenne de 16,36. Deuxième stagiaire, c'était un Mouhiaddin Hared Assoué avec une moyenne 15,89. Troisième stagiaire, c'était un Hussein Omar Eleye avec une moyenne 15,64. Quatrième stagiaire, c'était un Amse Moussa Ali avec une moyenne 15,37. Cinquième stagiaire, c'était un Mohamed Aden Ismail avec une moyenne 14,87.
Fier des performances démontrées, le chef d'état-major général des armées donc a tenu à féliciter ses stagiaires des forces armées djiboutiennes pour l'excellent résultat obtenu et le travail assidu. Le CEMGA a exhorté les stagiaires à persévérer davantage pour témoigner de sa satisfaction. Le général Zakaria Cheikh Ibrahim a promis au grade supérieur les 5 premiers lauréats. Cette cérémonie donc s'est clôturée avec une photo de famille. Comme à l'accoutumée, le groupe Harbi, par leur chant et de galvanisation et de fierté, a animé la cérémonie autour d'un buffet convivial où l'ensemble des personnels, commandements et stagiaires ont été conviés dans une atmosphère joviale et joyeuse. Dans le cadre de la Semaine nationale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, la Direction générale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a organisé en étroite collaboration avec le lycée technique et commercial de Djibouti une série des journées portes ouvertes au profit des élèves des collèges de la ville de Djibouti et des régions de l'intérieur. L'événement s'est déroulé au LIC du samedi 30 mars jusqu'au dimanche 31 mars. Il est dans sans conteste que l'enseignement technique et la formation professionnelle a toujours été au centre des préoccupations tant au niveau des pouvoirs publics qu'au niveau des partenaires au développement. Le MENFOP et le gouvernement en général tient à en faire un levier du développement économique de Djibouti et un des principaux instruments de la lutte contre la pauvreté. Pour le MENFOP, cette initiative de consacrer une semaine dédiée exclusivement à la promotion des métiers de l'enseignement technique et de la formation professionnelle s'inscrit naturellement dans cette perspective. L'objectif de ces journées portes ouvertes était essentiellement d'informer, de conseiller et de sensibiliser les élèves des collèges issus du 9e année en vue de l'orienter vers des métiers des secteurs de la formation professionnelle. Il est à noter que plus de 600 élèves des différents collèges de la capitale y ont participé à ces journées dédiées aux portes ouvertes du ministère. Sport avec la Ligue régionale de natation de Djibouti qui a organisé hier la première journée régionale de natation à la piscine de l'Artillerie. Des athlètes de plusieurs catégories, minimes, cadets, juniors et seniors, venant des différents CDC de la capitale, en participant en masse à cette journée. Eh bien, le directeur et les directrices des CDC ont sensibilisé les jeunes filles et garçons à participer à cette discipline sportive.
De Djibouti. Je suis le président de la Ligue et cela a été possible parce qu'on a eu l'aide de l'artillerie, l'armée, le ministère de la Jeunesse et des Sports et puis la participation des CDC qui ont rendu possible cette journée. Et je remercierai tous ces mondes-là. Et puis je demanderai aussi au ministère qu'elle soit à nos côtés aussi pour les activités qu'on va réaliser en fin d'année, comme la natation pour tous et puis toutes les activités qu'on va réaliser. La dépouille du défunt Omar Saïd Bilé est arrivée tôt ce matin à l'aéroport international de Djibouti à bord de l'Air France. Omar Saïd Bilé est décédé le 3 avril dernier en France. Le corps a été accueilli à l'aéroport international de Djibouti par le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens, Warf Moumin Hassan Barré, des cadres de l'administration, la famille et les amis du défunt. Ingénieur de l'audiovisuel, il a débuté sa carrière professionnelle en août 1986 au sein de la radio-télévision de Djibouti en qualité de chef de centre radio, puis de chef de service programme. En 2002, il est promu directeur de la communication et en 2005, il est nommé directeur général du Palais du Peuple, une fonction qu'il a occupée jusqu'à son décès. Un homme humble, aimé de tous, il était dévoué pour ses concitoyens. Omar Saïd Bilé restera pour les hommes et femmes de la presse un monument que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. Il a été inhumé au cimetière de PK12. والأبيض من الدنس وادخله في رحمتك وأعذه من عذاب القبر ومن فتنة عذاب النار. اللهم ارحمه وارحم والديه ووالد والديه. اللهم ارحمنا وارحم والدينا ووالد والدينا والأموات المسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحق سبحان ربك. صلى الله عليه وسلم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق كل شيء هالك إلا ملك رب غفور رب غفور رحيم. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde. Le Royaume-Uni, à 6 jours d'un Brexit sans accord, l'interminable feuilleton du Brexit a connu un nouvel épisode hier, vendredi 5 avril, avec la demande de la première ministre britannique Theresa May à l'Union européenne d'un nouveau report de l'échéance jusqu'au 30 juin. En l'état actuel du calendrier, le Royaume-Uni doit quitter l'UE. Vendredi 12 avril, un Brexit sans accord dans le cadre de ce qui est qualifié de no deal, les députés britanniques ayant à 3 reprises rejeté le texte négocié par Theresa May avec les 27. Un sommet extraordinaire de l'UE est prévu 2 jours avant le 10 avril. Il aura tranché entre la demande britannique d'un nouveau report au 30 juin et la proposition du président du Conseil européen, Donald Tusk, d'un report flexible d'1 an, à moins que d'autres options n'arrivent d'ici là sur la table. Je vous le disais en titre, et ce nouveau rapport de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'espérance de vie de la population mondiale a progressé et elle profite davantage aux femmes. Dans son rapport 2019 des statistiques sanitaires mondiales, l'OMS est formelle. Les dames vivent bien plus longtemps que les messieurs. C'est la première fois que l'organisation décline son étude annuelle par sexe. On apprend notamment que les filles nées en 2016 devraient pouvoir atteindre 74 ans, tandis que les garçons dépasseront difficilement les 69 ans. Et ceci pour quelles raisons? Les hommes sont plus à même de mourir de maladies évitables et traitables, non transmissibles et des accidents de la route. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.